Gérald Thomassin, c'est quelqu'un qui est encore, au moment où il disparaît, mis en examen pour meurtre aggravé. Catherine était affalée par terre, la pièce pleine de sang, c'est quand même un vrai carnage. Hein. C'est la descente aux enfers pour Gérald, là, c'est trop. Je pense que la mise en cause de Gérald Thomassin, c'est une mise en cause par défaut, parce qu'il n'y avait rien de sérieux. Faut arrêter d'accuser mon frère. Gérald n'a jamais fait ça, c'est pas possible. Il m'a dit « je suis un marginal, mais je suis pas un meurtrier ». Je crains malheureusement que ce soit une disparition fatale. Le 28 août 2019, l'acteur Gérald Thomassin disparaît lors d'un voyage en train. On sait qu'il est descendu à Nantes, son téléphone a borné, et après, grand mystère. Au moment de sa disparition, Gérald Thomassin est mis en examen pour le meurtre de la postière d'un petit village. La postière a été poignardée assez sauvagement, plusieurs coups de couteau, qu'elle baigne vraiment dans une mare de sang. Longtemps soupçonné d'avoir commis un meurtre très violent, Gérald Thomassin était sur le point d'être définitivement innocenté. Il m'a dit « Oh, t'as vu, Jérôme, ils ont attrapé l'assassin et tout, avec l'ADN et tout. Je vais voir le bout du tunnel. Hein. » Comment cet acteur connu s'est-il retrouvé mêlé à ce crime? Ça a été toute une histoire parce qu'on nous a dit, regardez quand même la similarité entre le petit criminel dans lequel il a tourné et les faits. Je veux plus que 200 balles, je veux 500 balles, je t'ai dit. Pour élucider la disparition, les policiers envisagent la piste d'une agression mortelle. Et si Gérald Thomassin avait fait une mauvaise rencontre et qu'elle avait mal tourné, la question qui se pose désormais, c'est de savoir où serait le corps. Il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça a été toute la vie de Gérald. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Ahéri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Jérôme Thomassin se souvient très précisément du jour où il a appris la disparition de son frère Gérald. C'est une amie à Gérald qui m'a appelé pour me demander si j'avais eu des nouvelles de Gérald de ces temps-ci. Elle m'a dit « J'ai pas de nouvelles de lui, j'ai pas de rien du tout. » Et je dis « Mais est-ce que t'as essayé de l'appeler ?» Elle m'a dit « Oui, mais ça fonctionne pas son portable. » Je me suis dit « C'est bizarre parce que Gérald peut pas rester sans avoir de contact. Gérald ne part pas comme ça à l'aventure. » Le jour de sa disparition, le 28 août 2019, Gérald Thomassin a pris le train dans sa ville de Rochefort, en Charente-Maritime. Il était convoqué le lendemain en début d'après-midi par un juge d'instruction lyonnais dans le cadre d'une affaire criminelle. Un terrible meurtre dont il était suspecté d'être l'auteur. C'est pas un disparu lambda, c'est Gérald Thomassin. C'est quelqu'un qui est encore, au moment où il disparaît, mis en examen pour meurtre aggravé. Il disparaît dans un moment crucial pour cette affaire. Donc naturellement, on doit se dire qu'il y a un lien entre les deux. Gérald Thomassin disparaît lors de son voyage vers le palais de justice de Lyon. Cela fait 6 ans qu'il est mis en examen pour meurtre. 6 ans qu'il nie avoir tué Catherine Burgot, la postière d'un petit village de l'Ain. C'est une scène de crime vraiment assez horrible puisqu'on apprend que c'était une femme qui était enceinte, qu'elle est poignardée à de multiples reprises. Gérald Thomassin est devenu le seul et unique suspect, alors qu'il n'y avait pas beaucoup plus contre lui que contre beaucoup d'autres. Pourquoi Gérald Thomassin n'est-il jamais arrivé au palais de justice de Lyon? Pourquoi n'a-t-il pas prévenu son avocat? On était dans le couloir de l'instruction à Lyon, et puis on attend un petit peu, on n'a pas de nouvelles, on commence à passer des coups de fil. Je crois qu'il était sur répondeur immédiatement, son téléphone sonnait plus, et puis du coup c'est un peu l'angoisse, on se dit ah, il nous a planté, on sait pas où il est, enfin on n'a aucune idée en fait à ce moment-là de ce qui a pu se passer. Dans le bureau du juge d'instruction, les minutes s'égrènent. Et puis Gérald Thomassin ne vient pas, donc voilà, on annule l'acte. Au bout de, je sais plus, 1 heure, 2 heures d'attente, quelque chose comme ça. Est-il possible que Gérald Thomassin ait décidé de s'enfuir pour échapper à la justice? Moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il s'est pas enfui. Est-ce qu'il a fait une mauvaise rencontre? Est-ce que j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est pas enfui. Ça n'a aucun sens, en fait. Il y en a plein qui m'ont appelé sur mon fixe et tout. Il y en a un qui m'a dit il est parti au Venezuela ou en Espagne. Ça, c'est le violon de tout le monde. Il y en a plein qui pensent ça et tout. Pourquoi il serait parti? Gérald Thomassin, c'est pas Pablo Escobar. Hein. Si jamais il avait quelque chose à se reprocher, il n'allait pas organiser une cavale, se cacher on ne sait où. Bon, c'était pas... Ça paraît pas plausible. N'importe quel enquêteur le dira. Pour une fuite, il faut de l'argent. Gérald Thomassin n'en a pas. Pour une fuite, il faut des points de chute.
Gérald Thomassin n'en a pas. Ses proches disent qu'il n'avait pas d'intérêt à disparaître volontairement. En effet, ce rendez-vous judiciaire chez le juge d'instruction lyonnais devait, de l'avis de tous, lui permettre de faire reconnaître son innocence. On pense qu'il est content de se sortir de cette affaire, mais est-ce que tout seul, dans le train, est-ce qu'il n'est pas pris de panique à l'idée de se retrouver chez un juge? On peut imaginer qu'à un moment donné, il a... son esprit vrille et se dire non, je peux pas. Pourquoi pas? Ça, c'est un peu démenti par ce que disaient tous ses proches, qui disaient tous qu'au contraire, il voulait y aller, il était presque prêt à y aller 10 jours avant, à y aller en courant. Gérald Thomassin était sans doute un petit peu tendu, puisque une confrontation judiciaire n'est jamais très aisée. Mais en revanche, ça pouvait le sortir définitivement de cette histoire, puisque les derniers éléments de ce crime montraient qu'il avait quand même de fortes probabilités d'être mis hors de cause. Gérald, quelques jours avant sa convocation, oui, effectivement, il me dit voilà, je suis convoqué à Lyon, c'est bon, ça va finir, je vais pouvoir leur dire que je vais laver mon honneur. Je dis c'est vraiment Gérald, je suis vraiment content pour toi. On me dit voilà, c'est super, c'est génial. Enfin, il se sort de tout ça. Je sais que ça lui tenait beaucoup à cœur et qu'il avait d'autant plus hâte que l'audience ait lieu, parce qu'il se disait je vais pouvoir reprendre ma vie et je vais pouvoir enfin définitivement tourner cette page. C'était la fin pour lui, la fin du bout du tunnel. Il aurait repris sa vie qu'il a choisie, mais il aurait repris sa vie. Il était content là. Donc pourquoi ça? Très inquiets, les proches de Gérald Thomassin signalent sa disparition au commissariat de Rochefort. Le 17 septembre 2019, le procureur de La Rochelle annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire pour enlèvement. Le mystère de la disparition est total. Qu'est-il arrivé à Gérald Thomassin ? Pourquoi ne s'est-il pas rendu à la convocation du juge d'instruction lyonnais? Sa disparition a-t-elle un lien avec le meurtre dont on l'accuse? Les enquêteurs de Rochefort cherchent à répondre à toutes ces questions. Les journalistes se passionnent pour cette affaire car Gérald Thomassin n'est pas monsieur tout le monde. C'est un acteur connu dont la vie a peu à peu glissé dans la marginalité. Un homme attachant, âgé de 45 ans, dont le talent a été récompensé à plusieurs reprises. Son frère Jérôme se souvient. Le César est attribué à Gérald Thomassin dans Le Petit Criminel. Alors, c'est tout le monde qui est présent ici. C'est Jacques Doyon. C'est que Pierre Hamzala qui est son assistant Marc, je sais plus comment il s'appelle. Puis c'est tout, je sais pas quoi dire. À 16 ans et demi, sous le regard de toute une profession, Gérald Thomassin triomphe. C'est bien. C'est mon frère, c'est bien, c'est Gérald. J'étais content. J'ai jamais eu de jalousie, rien du tout. J'étais content. De ce qu'on avait subi, j'étais content. Lui, il avait commencé. Gérald était très ambitieux. Il avait commencé. On sortait de la DAS. On savait qu'il fallait qu'on s'en tienne qu'à nous-mêmes. Quant aux copains du foyer, où vivait encore le jeune acteur, ils n'en reviennent pas. Je me suis dit, waouh, ce mec a une... Ça faisait bizarre de voir son pote, son meilleur pote à l'écran, et en même temps se dire, waouh, il a quand même du talent. Premier rôle dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon, premier film, et un César. Des critiques élogieuses. Une réussite incroyable pour le jeune Gérald Thomassin. Marie-Paul Roiran était alors son éducatrice. Gérald était allé en grandes vacances pendant l'été. Et en fait, c'est un animateur qui travaillait aussi sûrement un peu dans le spectacle ou dans ce milieu-là. Il avait appelé pour effectivement dire qu'il y avait un casting avec Jacques Doyon et qu'il pensait que Gérald avait le profil. C'est comme ça que Gérald est arrivé au casting. Gérald, c'était pas sa destinée de faire du cinéma. Il adorait le cinéma, regardait les films au cinéma, mais c'était pas sa destinée à Gérald. Et il a eu cette chance, c'est bien cette chance, qu'il a perdue d'ailleurs. Je veux plus que 200 balles, je veux 500 balles, je t'ai dit.
Ce qui était bien avec Gérald, c'est qu'il avait vraiment les pieds sur terre. Il avait vraiment la tête sur les épaules. C'était pas le genre de mec qui allait se la péter. On était tous les deux, il me dit, mais moi, je veux pas que mes copains m'aiment parce que je fais du cinéma. Je veux qu'on m'aime pour ce que je suis. Et si je dois être aimée pour ça, je veux pas. Après Le Petit Criminel, de nombreux réalisateurs font appel à Gérald Thomassin. De film en film, l'adolescent devient un homme. Mais dès qu'il quitte les plateaux de cinéma, l'acteur tombe dans la marginalité. Gérald Thomassin, il est en dents de scie, effectivement. Il y a toujours ces périodes où il veut essayer de retravailler dans le cinéma, où il reprend contact avec les gens, et puis ensuite, il abandonne tout, il abandonne sa petite amie du moment, et il repart comme ça dans ses démons. C'était son rythme. Et c'est marquant parce que, en réalité, sur toute sa carrière, donc de 90 à 2008, il n'a jamais cessé de tourner en réalité. Je voyais que certaines personnes profitaient de lui, il buvait beaucoup, il se droguait beaucoup. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est la descente aux enfers pour Gérald, là, c'est trop. Moi, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi, au final, il est un peu abandonné comme ça. Je me dis, ils sont où les gens du showbiz quand il part dans la rue, quand il disparaît, pourquoi ils sont pas là? Je comprends pas bien. Il a été le meilleur espoir, il a été reconnu par la profession, mais la profession lui vient pas en aide à aucun moment. Quand Gérald Thomassin disparaît en août 2019, cela fait 11 ans qu'il n'a plus tourné. 11 ans que sa vie n'est plus qu'itinérance et instabilité. La carrière cinématographique de Gérald Thomassin prend fin lorsqu'il est accusé d'avoir commis un meurtre. Mais au moment de sa disparition, en août 2019, il pense être bientôt innocenté et espère pouvoir reprendre le chemin des plateaux de cinéma. Le point de départ de sa disparition est la gare de Rochefort. La dernière étape de son voyage devait être le palais de justice de Lyon le lendemain en début d'après-midi. Le 28 août 2019, Gérald Thomassin quitte Rochefort par le train intercité de 9h34. On sait que ce matin-là, Gérald Thomassin est dans ce train. Ce qui nous le prouve, c'est qu'il est verbalisé à 10h18. On sait donc qu'il n'a pas de titre de transport avec lui. On apprendra plus tard que l'argent qu'il était censé utiliser pour le billet de train, il l'a, selon les déclarations de son colocataire, dépensé dans des bars avec lui la veille et puis dans l'achat d'un petit peu de cocaïne aussi. En tout cas, il est donc dans ce train, il a son sac de couchage avec lui, il a quelques bières, il a son téléphone. Comme prévu, le train entre en gare de Nantes à 12h28. On sait qu'il y a une demi-heure entre le moment où il descend de ce train et le moment où il doit monter dans le TGV qui doit, lui, le conduire à Lyon via Massy. Mais l'enquête va vite établir que Gérald Thomassin n'a jamais pris cette correspondance vers Lyon. Gérald, il n'a pas pu prendre son train parce qu'il n'avait pas le billet, le TGV. À Nantes, comme dans les grandes gares, il y a désormais des portiques de sécurité qui font que sans billet et sans titre de transport, on n'accède plus au quai. Les policiers obtiennent le témoignage d'une femme certaine d'avoir croisé Gérald Thomassin vers 12h40. L'acteur quittait alors la gare de Nantes, vers la sortie nord. Ensuite, plus personne ne l'a vu. Les investigations établissent que son téléphone a borné près de 2 heures plus tard, à 14h20, dans le quartier de la Beaujoire, situé à environ 7 km de la gare. Personne ne peut expliquer ce déplacement vers le stade de football de la ville. Ce qui concourt à épaissir un peu plus encore le brouillard et le mystère autour de cette affaire, c'est ça. On sait de manière certaine que Gérald Thomassin n'est jamais venu à Nantes, qu'il ne connaît personne ici, que son voyage a été préparé très peu de temps avant son départ de Rochefort et que donc il ne peut pas avoir rendez-vous avec quelqu'un ici. Et si Gérald Thomassin, angoissé par le rendez-vous judiciaire, avait décidé de mettre fin à ses jours? Un suicide, c'est hors de question. Si Gérald avait voulu se suicider, il l'aurait fait chez lui. Et depuis longtemps. Le suicide, visiblement aussi particulière, soit la vie que s'était choisi Gérald Thomassin. Là encore, rien ne laisse penser, au vu de l'enthousiasme qu'il affichait la veille
À la vue de ce déplacement à Lyon, rien ne laisse penser qu'il ait pu vouloir mettre fin à ses jours. Comment l'aurait-il fait? Pourquoi l'aurait-il fait à Nantes? À quel endroit? Tout ça est très intriguant également. 2 mois après la disparition, les enquêteurs de Rochefort sont dessaisis après l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration par le parquet de Nantes. Mais les policiers nantais ont vite le sentiment de commencer leurs investigations trop tard. La PJ de Nantes, une des premières choses à laquelle elle va s'atteler, c'est d'essayer d'aller éventuellement visionner des caméras qui auraient pu filmer Gérald Thomassin à sa descente du train en gare de Nantes. Le drame pour les enquêteurs, c'est qu'ils ont été prévenus un poil trop tard de la disparition de Gérald Thomassin, puisque les bornes de vidéosurveillance de la gare de Nantes sont conservées 48 heures. Or, la disparition de Gérald Thomassin a été signalée 72 heures après. Donc, les enquêteurs n'ont pas pu exploiter des bandes de vidéosurveillance qui auraient pu montrer, ou ne pas montrer d'ailleurs, des éléments intéressants sur sa disparition. En l'absence de témoignages, en l'absence de vidéosurveillance, il est impossible d'établir ce qu'a fait Gérald Thomassin en sortant de la gare. Et s'il était seul? On peut penser que Gérald Thomassin a pris, sans doute, le tramway qui effectivement passe juste au pied de la gare, puisqu'il passe gare Nord, et qui conduit justement directement dans le quartier Beaujoire. C'est donc en tramway que Gérald Thomassin a pu rejoindre le quartier où son téléphone a émis un dernier signal. Son état de santé nécessitait les soins d'une infirmière. Il va de soi qu'il n'aurait pas pu rester plusieurs jours sans être pris en charge, en fait, par une infirmière ou une aide-soignante. Les enquêteurs sont allés vérifier dans les cliniques alentours, dans tous les centres d'accueil. Enfin, ils ont fait un travail de terrain assez dense. Personne ne leur a dit de manière certaine avoir vu Gérald Thomassin à cette heure-là dans ce quartier. Les proches de Gérald Thomassin, résidant en région parisienne, sont également interrogés par les enquêteurs. On est convoqué à la police judiciaire de Nanterre et on nous pose certaines questions. On nous demande est-ce que vous pensez qu'il est parti? Moi, je lui réponds que non. Je dis non, il a dû se passer quelque chose. Parce que c'est pas Gérald donne toujours des nouvelles. C'est terrible parce que, une fois de plus, je me dis, il aurait dû être accompagné. Voilà, Gérald, je pense encore aujourd'hui, je me dis, c'est un adulte, c'est un homme. Mais je me dis, mais fallait l'accompagner, quoi. On se dit, waouh, ça y est, ça recommence. Il est parti se balader, il a trouvé quelques potes marginaux avec qui boire et s'amuser. Mais les semaines passent et les policiers ne parviennent pas à localiser Gérald Thomassin. Gérald Thomassin, il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Et soyons tout à fait honnêtes, il a un visage marqué, il a une dégaine à lui qui est particulière et qui fait qu'il a peut-être un petit peu plus de chance tout de même d'être contrôlé dans la rue que vous et moi. Donc là encore, il serait étonnant qu'il ait jamais été contrôlé et qu'à aucun moment un signalement n'ait été fait. Moi, j'ai pris un avocat pour me constituer une partie civile. Mon avocat, Maître Babi Frédéric, a écrit 2 fois au doyen des juges de Nantes, au procureur de la République de Nantes. Il a écrit 2 fois et il a eu une réponse en disant « Ah ben non, on n'a pas de nouvelles ». Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? À moins que le juge d'instruction ait des informations qui soient importantes et qui expliqueraient d'ailleurs que pour l'instant, nous, on en soit tenu à l'écart parce que précisément, on ne veut pas que des informations filtrent pour pouvoir coincer un potentiel coupable. Jean-Marc, nous sommes dans le quartier de la Beaujoire, juste à côté du célèbre stade de football de Nantes. C'est ici que le téléphone portable de Gérald Thomassin a borné pour la dernière fois à 14h20, ce 28 août 2019, puis plus rien. Qu'est-ce que vous retenez des premiers éléments d'enquête sur cette disparition? Je retiens bien évidemment le profil sociologique de Gérald Thomassin. Sa vie de marginal va considérablement compliquer les recherches. On l'a vu.
Il voyage avec un sac à dos et un sac de couchage. Ça montre qu'il ne sait pas où il va dormir. Il n'a pas de titre de transport, il n'a pas de réservation, il n'a pas de carte bleue. Or, on le sait, la carte bleue, ça sert à localiser quelqu'un, à déterminer où il a fait des prélèvements d'argent, où il a fait des dépenses. Bien sûr, il a un téléphone portable, mais comme vous l'avez dit, ce téléphone portable a cessé d'émettre dans ce secteur de la Beaujoire. Alors bien sûr, les recherches vont être extrêmement compliquées. C'est toujours très difficile de reconstituer l'itinéraire de quelqu'un qui l'improvise au fil du temps et au gré des circonstances. On sait tout de même avec certitude que Gérald Thomassin était convoqué au tribunal judiciaire de Lyon et qu'il avait prévu de s'y rendre. Oui, mais entre cette intention et la réalisation de cette intention, il s'est passé quelque chose d'important. Il a dépensé l'argent dont il disposait pour se rendre à Lyon. Alors bien sûr, il a pu effectuer le trajet entre Rochefort et Nantes, mais à Nantes, il s'est heurté au portillon automatique et aux employés de la SNCF qui contrôlent l'accès au quai pour embarquer dans le TGV. Alors, qu'a-t-il fait à partir de ce moment-là? Est-ce qu'il a dormi à Nantes? Est-ce qu'il a cherché un moyen de transport de substitution? Ça, les enquêteurs vont devoir s'attacher à le déterminer. L'autre difficulté pour retracer le parcours de Gérald Thomassin, c'est l'effacement des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, aussi bien celles de la gare de Nantes que celles du tramway. Jean-Marc, on a pu constater dans de nombreuses affaires que l'on a traitées dans Non élucidé que la vidéosurveillance était très souvent inefficace. C'est vrai qu'on attend beaucoup de la vidéosurveillance, aussi bien les services de police que les élus. C'est d'ailleurs devenu un enjeu électoral quelque part. Mais en France, la vidéosurveillance est contrôlée par des textes. On ne peut pas placer sur la voie publique des caméras n'importe où. Et la durée de conservation des enregistrements est contrôlée par la loi. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce domaine. Et s'y ajoute un autre problème d'ordre technique, celui-là, c'est la conservation et l'exploitation de ces enregistrements qui nécessitent un certain classement et du personnel pour effectuer ce classement. Alors oui, c'est vrai, la vidéosurveillance est beaucoup moins efficace en France qu'elle ne l'est dans certains pays, notamment dans les pays anglo-saxons. Les policiers nantais ont pour l'instant peu d'informations sur les circonstances de la disparition de Gérald Thomassin. Pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, ils vont devoir remonter dans son passé. C'est alors qu'ils vont découvrir un virage important dans son parcours de vie. En mai 2007, Gérald Thomassin part s'installer dans un petit village de l'Ain. Son ami d'enfance, Philippe Bonaventure, organise ce déménagement dans l'espoir que l'acteur reprenne sa vie en main. Je vais voir s'il y a une possibilité qu'il se mette un peu au vert. Et du coup, j'ai appelé mon frère et je lui dis voilà, Bernard, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il puisse venir chez toi quelque temps, qu'on trouve une solution? Et mon frère, au début, n'était pas très chaud, hein, connaissant Gérald, il lui avait dit oh, bon. Et j'avais réussi à le convaincre et comme ça qu'il était descendu à Montréal-Lacluse. L'acteur débarque au printemps 2007, à Montréal-Lacluse, dans l'Ain, près du lac de Nantua. Là où se trouve la Plastic Valley, la plus forte concentration d'entreprises spécialisées dans le plastique en Europe. Mais Gérald Thomassin n'est pas venu là pour y travailler. Ça s'est pas très bien passé parce que mon frère avait une famille, hein, il avait une femme et des enfants et Gérald se droguait toujours. Et mon frère à un moment a dit non, écoute, stop, moi j'ai des enfants, on est des amis de longue date, mais je ne vais pas mettre en péril ma famille, ce qui est logique. Gérald Thomassin s'installe alors au camping du lac de Nantua. Quelques semaines après, il réussit à louer un petit studio juste en face du bureau de poste de Montréal-Lacluse. Je suis allé voir Gérald chez lui, il était pas bien. Il n'était pas bien, pareil, enfermé dans le noir. En plus, c'était un petit appartement qui était dans un renfoncement et très peu éclairé. Donc voilà, une espèce de grotte, d'ailleurs, ça s'appelait la grotte. C'était dur de voir son ami comme ça. Désœuvré, Gérald Thomassin se lie d'amitié avec deux autres marginaux du village. C'est deux potes de galère, ouais. Ils étaient, c'est deux potes de buverie. Ouais. Ils se droguaient ensemble, ils buvaient ensemble. Ils étaient un peu faits, malheureusement, l'un pour l'autre. Alors, Thomassin, pour les gens de Montréal-Lacluse, c'est pas l'acteur césarisé du petit criminel. Hein. C'est un marginal qui a une dégaine. Hein. Il est habillé avec des vêtements en cuir, il a des bottes. Il traîne, il le dit lui-même, souvent avec une canette à la main. Il picole avec ses copains.
Il fait rien de mal, mais on sait que c'est pas quelqu'un qui travaille, c'est plutôt quelqu'un qui traîne, effectivement. Gérald Thomassin fait alors la connaissance de la postière qui travaille en face de chez lui. C'est elle qui chaque mois lui verse en argent liquide son revenu minimum d'insertion. Une femme élégante et agréable pour qui il avait de l'attirance. Catherine, la première chose qu'on voyait d'elle, c'était une très belle femme, toujours bien coiffée, bien habillée. Elle était toujours impeccable, toujours souriante, avenante. Voilà, quelqu'un de sympathique. Catherine Burgot, il la connaissait. On pense même qu'il a voulu lui faire passer un DVD par le biais de sa collègue, un DVD d'un de ses films, parce qu'il voulait qu'elle sache qu'il n'était pas juste ce type de 40 ans qui vient chercher son RMI tous les mois, mais que c'était aussi un acteur qui avait une vraie carrière et qui avait eu de grands rôles. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il est acteur, mais personne ne le croit. Bon, ça fait un peu sourire. On imagine Thomassin accoudé au zinc d'un bar avec son demi en train de dire qu'il a tourné dans une vingtaine de films et qu'il a eu un César. Bon, ben voilà, les gens, ouais, ok, d'accord, t'es bien sympa, mais bon, personne ne le croit. Alors que Gérald Thomassin vit à Montréal-Lacluse depuis 1 an et demi, un événement tragique va venir bouleverser la petite commune. Catherine Burgot, la postière du village, est en effet victime d'un meurtre sauvage sur son lieu de travail. Le 19 décembre 2008, comme tous les jours, Catherine Burgot arrive vers 8h30 au petit bureau de poste du centre du village. Âgée de 41 ans, cette mère de 2 enfants est enceinte de 5 mois. Elle était toute contente d'avoir cet enfant. Le premier client de la poste entre à 9h05, mais derrière le guichet, il n'y a que le petit chien de Catherine Burgot. Il pousse alors la porte de la kitchenette, située à l'arrière de l'agence, et découvre une scène d'horreur. La postière a été poignardée assez sauvagement, plusieurs coups de couteau qu'elle baigne vraiment dans une mare de sang. Ce qui est sûr, c'est que le meurtre a eu lieu sur un laps de temps assez limité, puisqu'on sait qu'elle envoie un texto, je pense, Mme Burgot, à 8h47. C'est-à-dire qu'on a vraiment un laps de temps qui est de 10 minutes maximum. Vers 9h10, Anne Forêt, qui est très proche de Catherine Burgot, arrive à la poste pour discuter avec son amie. Quand je suis arrivée devant le bureau de poste, je suis rentrée comme d'habitude. Et là, il y avait 3 personnes qui m'ont dit... c'est fermé, vous pouvez pas rentrer, Catherine n'est pas là. Et j'ai dit, Catherine, elle est là, j'ai vu sa voiture, je l'ai appelée, elle m'a pas répondu. L'une des 3 personnes m'a dit, non, vous pouvez pas y aller, il y a du sang. Et moi, j'ai pensé à une fausse couche. J'ai dit, c'est passé quelque chose, elle fait une fausse couche, donc j'y vais, mais je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu. Anne Forêt force le passage pour venir en aide à son amie. Et là, je me suis arrêtée net, puisque, bon, ben voilà, Catherine était affalée par terre, la pièce pleine de sang. J'ai récupéré son chien dans mes bras et je me suis assise, et puis j'ai attendu que les pompiers arrivent, les gendarmes, en priant pour que son père ne sorte pas et ne vienne pas à la poste à ce moment-là. C'est quand même un vrai carnage. Hein. Entre regarder les films à la télé et puis être confronté à la réalité, les gens ne se rendent pas compte, en fait, je pense. Cette violence qu'on prend comme ça en pleine face. Les premières constatations réalisées sur la scène de crime par les gendarmes de la brigade de Nantua établissent l'extrême violence du meurtre. Elle a été tuée de façon extrêmement sauvage. Elle a été tuée à coups de couteau. On a dénombré 28 coups de couteau, dont 6 potentiellement mortels. On sait que c'est un crime crapuleux, ça on le sait dès le premier jour, que le coffre-fort et les monnayeurs ont été retrouvés vidés de la plus grande partie de ce que ça contenait. Elle avait consigne de ça, quoi, si jamais il y avait un hold-up, quoi, de donner le fond de caisse, sans mettre sa vie en danger. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Comme était agencé le bureau de poste, si vous vous faisiez acculer au fond, c'était fini. Puisque la seule fenêtre qui existait au fond dans cette pièce, elle avait des barreaux. Donc c'était impossible de sortir. Au-delà du vol, il y a une violence
avec arme, qui va au-delà de la simple violence, entre guillemets, qui peut parfois accompagner un vol, de la violence qu'on peut voir dans un braquage. Là, il y a quelqu'un qui s'est acharné, qui laissait quand même entrevoir une personnalité, un profil extrêmement inquiétant de la part du meurtrier. Catherine Burgot est la fille de Raymond Burgot, le secrétaire général de la mairie, une figure. C'est la stupeur dans le village, comme en témoigne le maire de Montréal-Lacluse. J'ai appris ça vers 9h15 le matin, qu'il s'était passé quelque chose de grave à la poste. Donc sans trop tarder, je me suis rendu sur place et c'était un choc énorme pour la population. Et j'ai dit que c'était notre 11 septembre à nous, parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé comme ça, qui était soudain et c'est vrai, ça marque. Ça a vraiment été un choc parce que c'est un petit village, hein, il faut imaginer, il y a quelques milliers d'habitants. Et surtout, l'endroit où c'est lieu, c'est le vieux village. Donc tout le monde se connaît, on voit passer tout le monde, on sait qui est qui. Et la victime, Catherine Burgot, c'était l'enfant du pays, l'enfant du village. Elle était très appréciée. C'était le genre qui rendait service, vous voyez, mettons, aux personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Elle allait porter le courrier, elle allait porter un petit retrait d'argent. Donc c'est une proche, c'est une familière qui est tuée. Donc ça a eu un retentissement, on va dire, énorme dans ce village. Mais qui a pu tuer cette mère de famille, enceinte, âgée de 41 ans? La section de recherche de Lyon est saisie de l'enquête par le parquet de Bourg-en-Bresse. Négard, le meurtre de Catherine Burgot a été d'une extrême violence. Elle a été frappée de 28 coups de couteau. Est-ce que le fait qu'elle ait été enceinte de 5 mois et demi au moment du crime est une circonstance aggravante? Il existe plusieurs circonstances aggravantes qui font passer la peine initialement encourue pour meurtre, soit 30 ans de réclusion criminelle, à la réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est vrai, Arnaud, que parmi celles-ci, il y a celle qui est liée à la qualité de la victime et sa particulière vulnérabilité quand elle est enceinte, mais cet état de grossesse doit être connu de l'auteur. Dans notre affaire, pourtant, c'est une autre circonstance aggravante qui a été retenue, celle de victimes chargées d'une mission de service public. Et c'est probablement par prudence, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que l'état de grossesse était connu de l'auteur. L'information judiciaire est ouverte pour meurtre et vol. Pourquoi garder ces deux qualifications alors que, bien évidemment, le meurtre est l'infraction la plus grave punie par la peine la plus lourde? C'est vrai, Arnaud, que la peine encourue pour meurtre est bien plus importante que celle encourue pour vol et qu'en droit français, quand une personne est condamnée pour plusieurs infractions, elle doit exécuter les peines à hauteur de la plus importante, comme si celle-ci absorbait les autres. On est loin du cumul des peines du système américain. Pour autant, il y a une obligation légale en droit pénal qui consiste à traduire en droit les faits de la manière la plus exacte et exhaustive possible. Et c'est ce qui explique que dans notre affaire, l'instruction ait été ouverte à la fois pour vol et pour meurtre. La nouvelle du meurtre de Catherine Burgot se répand dans la population. La scène de crime est gelée et la petite poste de Montréal-Lacluse est passée au crible des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie. De nombreux prélèvements sont effectués dans l'espoir de retrouver une trace laissée par le tueur. On a retrouvé plusieurs sortes d'empreintes sur les lieux du meurtre. Alors, il y avait des empreintes papillaires, des empreintes de doigts qui n'ont pas réussi à être déterminées. Il y avait aussi des traces d'ADN. Et notamment, il y avait un ADN masculin qui a été recueilli sur la sangle d'un sac, un sac de sport qui était sur place. Ce sac n'appartenait pas à Madame Burgot. Et un autre ADN, le même, a été retrouvé sur le tiroir du monnayeur qui est là dans la salle où le public est accueilli, en fait. Voilà, dans la salle accessible à tout le monde, là où il y avait des espèces. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Les enquêteurs ont estimé qu'il s'agissait d'un couteau particulièrement tranchant, d'une vingtaine de centimètres. À la recherche de témoignages, les gendarmes font une enquête de voisinage. Gérald Thomasin, qui vit juste en face du lieu où le meurtre a été commis, est un des premiers à être visité. Assez naturellement, ils vont taper à sa porte, comme ils tapent à la porte de tous les gens de la rue. Alors c'est un policier municipal, je crois, qui rentre dans son studio et qui lui pose la question, non pas est-ce que vous avez tué Catherine Burgot, mais est-ce que vous avez vu quelque chose, est-ce que vous avez entendu quelque chose, qu'est-ce que vous faisiez ? Gérald Thomasin est encore dans son lit, à peine réveillé. Chez lui, rien d'anormal. Il n'a rien vu, rien entendu, et se dit attristé par le meurtre de la postière.
Ça lui arrivait de prendre un café avec elle et de discuter. Voilà, j'irais pas jusqu'à dire, je pense pas qu'ils étaient amis. Mais en tout cas, évidemment, ils se connaissaient et chacun voyait qui était l'autre. Les gendarmes frappent à toutes les portes du village. Ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est qu'on était le dernier jour de l'année scolaire. Il y a une petite école maternelle qui a une 40aine de mètres de la poste. Il y a le passage du facteur qui est dans un créneau horaire à peu près comme ça. Il y a le ramassage des ordures ménagères qui est aussi dans ce créneau-là. Il y a les premiers clients qui ont l'habitude d'arriver toujours dans ce créneau. C'est vraiment un timing où là, c'est l'incompréhension totale, que personne n'ait aujourd'hui rien vu. Personne n'a rien vu, c'est un peu mystérieux parce que les lieux sont quand même faits de telle manière où il y a quand même beaucoup d'immeubles qui donnent dessus, il y a beaucoup de fenêtres. On pourrait imaginer qu'il y aurait forcément quelqu'un qui, à un moment donné, aurait vu quelque chose ou serait sorti de chez lui. Et bizarrement, il n'y a aucun indice, il n'y a aucune trace du meurtrier. Comment un tel meurtre a-t-il pu être commis en si peu de temps, sans aucun témoin? Et si le meurtrier n'était pas loin? Il s'intéresse aux gens qui sont sur place. Thomasin, lui, il est là, ils l'ont sous le nez. Hein. Il habite à 10 mètres. Il a, entre guillemets, un profil de marginal qui intéresse forcément les gendarmes, donc il s'intéresse à lui. Je sais qu'à un moment donné, il va avoir des soucis, il va avoir des problèmes parce qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment. Et ça a été toute la vie de Gérald. Le 6 février 2009, 2 mois après le meurtre de Catherine Burgot, Gérald Thomasin est de nouveau interrogé à la gendarmerie de Nantua. Et son studio est perquisitionné. Et il tombe sur des taches de sang, du sang séché. Enfin, c'est du sang en fait qu'on révèle avec un révélateur et qu'on appelle le luminol. Forcément, des traces de sang, ça intrigue. Ils font des prélèvements, je crois qu'il y en a sur la porte aussi également, il y en a à voir au sol. Et les analyses révèlent que Thomasin avait dit la vérité, parce que lui, il a dit non, mais moi, je me suis coupé, je crois que c'était coupé le tendon du pouce, c'était sectionné le tendon. Il avait d'ailleurs été à l'hôpital, parce que les gendarmes avaient pu vérifier, effectivement, il avait été opéré tel jour, etc. Et c'était son sang qui s'était répandu. Mais rapidement, les gendarmes obtiennent des témoignages, les confortant dans leurs soupçons. Alors on leur rapporte que le jour de l'enterrement de Catherine Burgot, il paraissait très éploré, alors qu'il la connaissait pas tant que ça, et puis il a quitté la cérémonie avant la fin. Vous voyez, bon, ce genre de choses. Ça n'a rien d'exceptionnel, je pense, de pleurer un enterrement. Même forcément pour quelqu'un que vous connaissez de loin. Lui a expliqué qu'il était ému, il n'avait pas le souvenir d'avoir pleuré, et il a confirmé avoir quitté les lieux avant la fin de la cérémonie, parce que, pour reprendre ces termes, c'était le bal des faux culs. Et parce que, selon lui, il n'était pas impossible que dans l'assistance, dans la foule, se trouve le véritable tueur. Il y a également 2 sœurs qui rapportent une scène qui sera beaucoup reprochée à Thomasin également. Elles sont dans le cimetière de Montréal-l'Écluse et elles le trouvent sur la tombe de Catherine Burgot. Il est assis, il a la clope au bec, une canette de bière à la main. Et à ce moment-là, il serait adressé à elle et il aurait commencé à parler du crime en disant le crime a dû se passer comme ci, comme ça. Moi, j'imagine que l'assassin, il a dû la saisir par le cou, la poignarder. Alors, elle dit vraiment qu'il mime la scène, quoi. Comme s'il l'avait vécu. Je me le suis dit que c'était pas Gérald Thomasin l'assassin. Après, pourquoi il est allé raconter tout ce qu'il est allé raconter? Est-ce que c'est son côté acteur qui a repris le dessus et que il s'est dit peut-être que ça va me faire de la pub et sans penser qu'il pouvait prendre 20 ans de prison pour ce genre de choses? Cette dame, c'était un respect pour elle qu'il a été. D'accord, il avait une bière. Mais il n'a pas fait des gestes, il n'a pas fait... Je lui ai parlé à Gérald en 2017, j'ai parlé avec lui, je l'ai vu, yeux dans les yeux. Je sais quand il ment. Hein? Et Gérald, il m'a dit, mais jamais de la vie, Jérôme. J'aurais pas raconté ça, ou ça, ou ça, comment ça s'est passé, comment j'ai fait. J'étais en train de prier. C'est vrai, il m'a fait... La faute que j'ai fait, c'est que j'avais une bière noire. Il faut savoir que c'est un village qui était un peu fermé. Tout le monde se connaît. Et là, Gérald arrive, la démarche un peu à la Chapeline, la canette à la main.
Et effectivement, ça fait un peu tâche dans le village. Et après ce meurtre, effectivement, on se dit « Waouh !» On se renseigne sur lui, il a un peu la gueule de l'emploi, il traîne un peu avec des mecs qui sont un peu bizarres. Bon, ça fait un peu coupable. Philippe Bonaventure, qui se trouve à Montréal-Lacluse à ce moment-là, s'inquiète de la santé psychique de son ami Gérald. Il sentait, il voyait qu'il était vraiment au fond du trou. Il sentait aussi que ce meurtre allait lui causer des problèmes. Et du coup, oui, il m'avait supplié le soir où on avait fait un petit peu la fête. Il m'avait dit « Philippe, je t'en supplie, ramène-moi à Paris parce que là, je peux plus. Je peux plus du tout rester ici et je sens que ça va mal tourner pour moi. » Mais Gérald Thomassin est finalement resté vivre à Montréal-Lacluse. Jean-Marc, le crime de Catherine Burgot a eu lieu à Montréal-Lacluse, un bourg de 3500 habitants où tout le monde se connaît. Gérald Thomassin est un peu considéré comme l'intrus. Il est installé depuis peu, il ne travaille pas, il a une vie de marginal, il a sans cesse besoin d'argent, il connaît la victime et enfin il habite juste en face du bureau de poste. Bref, il a le profil du suspect idéal. Vous le savez bien, Arnaud, il faut toujours se méfier des apparences, et surtout dans une affaire criminelle. Mais là, je dois avouer qu'il coche toutes les cases. Et celle que je retiens plus particulièrement parmi les 6 que vous avez énumérées, c'est le fait qu'il habite juste en face du bureau de poste, ce qui aurait pu lui permettre d'y aller et d'en revenir extrêmement rapidement sans que personne ne le voie, ce qui expliquerait bien sûr l'absence de témoins très étonnante pour certains. Le 4 mars 2009, soit 8 mois après le meurtre de Catherine Burgot, Gérald Thomassin est placé en garde à vue par les gendarmes. À cette occasion, son ADN est prélevé et les analyses vont démontrer qu'il ne s'agit pas de celui retrouvé sur la scène de crime. Là, pour le coup, Jean-Marc, c'est un élément qui semble le mettre hors de cause. Oui, d'autant que ces 2 traces ADN mêlées à des taches de sang n'ont pas été trouvées n'importe où. L'une a été retrouvée sur le monnayeur de la poste, là où a été volé de l'argent, l'autre sur un sac à côté de la victime. Ce sac n'appartient pas à la victime. Il a probablement été abandonné là par l'auteur des faits. Lors de sa garde à vue, Gérald Thomassin nie toute implication dans le crime. Il ressort libre 24 heures plus tard. Aucune charge ne pèse alors contre lui. Mais pour tous, et surtout pour les proches de Catherine Burgot, cette garde à vue signifie sans équivoque qu'il est l'auteur du meurtre. Il y a un moment où l'ex-compagnon de Catherine Burgot va vraiment s'en prendre physiquement à Gérald Thomassin. Hein. Donc, il le retrouve dans la rue et là, il y a des violences physiques qui sont exercées. Hein. Bon, il le frappe, hein, clairement. Il sera d'ailleurs jugé pour ça. Et voilà, Thomassin, pour lui, ça en est trop. Mais au-delà de s'être fait casser la figure, ce qu'il a très mal vécu, c'est de se dire que ces gens-là le considéraient comme le meurtrier et qu'il n'arrivait pas à leur faire changer d'idée. C'était assez insupportable pour lui. Il va chez les gendarmes, il dit je m'en vais à Rochefort, au bord de l'océan, voilà où je serai, mais je quitte Montréal-Lacluse, on sait où me joindre s'il y a besoin, je m'en vais, voilà. Pour fuir les regards accusateurs, Gérald Thomassin part s'installer en Charente-Maritime. Il vit un temps avec son ex-compagne, puis se retrouve sans domicile fixe. L'acteur plante alors sa tente sur un terrain vague, derrière la gare de Rochefort. Il pouvait compter que sur très peu d'amis, c'était plutôt des amis de galère, avec qui il faisait la manche devant le supermarché du centre-ville ou devant le centre commercial au nord de la ville où il se rendait aussi régulièrement. Donc c'était plutôt des compagnons d'infortune avec lesquels il passait le temps la journée pour récolter quelques pièces, quoi. Les années passent, et en avril 2013, une réalisatrice lui propose d'incarner le rôle principal de son film. Elle vient le voir à Rochefort. Mais le projet avorte lorsque les gendarmes décident d'entendre à nouveau l'acteur sur le meurtre de Catherine Burgot. Il se focalise de nouveau sur Gérald Thomassin, parce que le père de la victime, lui, n'a jamais lâché Thomassin. Il a toujours continué à écrire aux gendarmes en leur disant « Mais Thomassin, il est forcément pour quelque chose ». Il n'y a rien, hein, il n'y a pas d'indice matériel, il n'y a rien d'autre que des soupçons, des rapprochements, etc. Mais enfin, ils se disent que quand même, il a un profil de marginal, qu'il habite juste à côté. Ils ont toujours gardé ça dans une partie de leur tête. Et donc, ils décident de le réentendre. Ce nouveau rendez-vous judiciaire est fixé au 26 juin 2013. Très angoissé,
Gérald Thomassin appelle son frère. C'était un lundi soir et je savais qu'il avait rendez-vous le mercredi par les gendarmes de Lyon qui descendaient à Rochefort le voir. Et il me fait « Allô, Jérôme ?» Dans l'état où il était, quoi, je pourrais même pas y être, quoi. C'est moi qui l'ai tué. Puis je lui ai dit à Jérôme, mais qu'est-ce que tu vas raconter encore comme ça? Bon, bref, je lui ai dit ça plein de fois et tout. Il fait oui, mais quand je serai en prison, au moins je saurai qui c'est qui a tué cette dame. Ni Gérald, ni Jérôme ne savent que la ligne est placée sur écoute. Je lui dis, va dormir, Gérald. Je lui disais après, va dormir. Puis après, Gérald, je lui dis, surtout, mon petit pote, va dormir, Gérald. Surtout, ne va pas sortir dans Rochefort parce que les gens peuvent parler. Pour les enquêteurs, cette conversation téléphonique est accablante. Évidemment, ça ne constitue pas des preuves crédibles, mais quand on lit les retranscriptions d'écoutes téléphoniques, qui sont effectivement décousus, incohérents, et je vois même pas comment on peut parler, même ne serait-ce que d'un début d'aveu, c'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Le lendemain de cette conversation, Gérald Thomassin rappelle son frère. Je fais, mais j'espère que t'as pas fait l'imbécile. Non, je me suis couché aussitôt et tout. Je fais, mais qu'est-ce que t'avais bu? Parce que ça s'entendait qu'il était complètement erronant. En fait, Jérôme, j'en ai marre. Et puis comme ça, j'ai pris du Lexomil avec de l'alcool à 70 degrés. Jérôme Thomassin sermonne son grand frère et essaye de le ramener à la raison. J'avais dit à Gérald, le mercredi, quand ils viennent, surtout, tu leur dis tout, Gérald. Ton code d'honneur et tout, tes conneries d'alcoolique et tout, tu leur dis toute la vérité. Tu dis tout. Tu veux passer 30 ans en prison? Vas-y, va passer 30 ans en prison. Tu dis tout. Tu dis tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais, tout avec qui tu traînais et tout, tous les doutes que tu as et tout. Parce que sinon, c'est toi qui vont accuser. Comme convenu, les gendarmes de la section de recherche de Lyon arrivent à Rochefort le 26 juin 2013 au matin pour entendre Gérald Thomassin. Ils le placent immédiatement en garde à vue. La conversation téléphonique des deux frères est au cœur de l'interrogatoire. Revenu dans un état plus normal, Gérald Thomassin, il dit « Bah non, j'ai rien à voir, simplement, voilà, j'en peux plus de cette histoire. Ça fait des années que je sais qu'on me soupçonne, que je ne tourne plus au cinéma, que je ne peux plus rien faire parce que je suis soupçonné du meurtre de Catherine Burgot, voilà. Et là, de nouveau, on vient me chercher, donc j'ai pété un plomb, voilà. J'ai rien à voir avec ça, bien évidemment, je l'ai pas tué. » En dépit de ces dénégations, Gérald Thomassin est mis en examen le 29 juin 2013 pour vol avec arme et meurtre d'une personne chargée d'une mission de service public. Et à ce moment-là, le juge des libertés et de la détention estime que les éléments ne justifient pas son placement en détention provisoire. Il sera laissé libre sous contrôle judiciaire. Mais cette décision est infirmée et Gérald Thomassin est écroué à la maison d'arrêt de Lyon-Corba 15 jours plus tard. Je l'ai eu très mauvaise parce que tout en sachant Gérald est plein de bêtises, c'est impossible de faire ça, c'est pas possible. Pour Gérald, c'est pas possible de faire ça, c'est une impossibilité. La première réaction que j'ai eue, j'ai dit c'est pas possible, si c'était lui, il l'aurait dit. Parce qu'il était comme ça, Gérald. Il disait les choses, il disait la vérité, c'était pas quelqu'un qui mentait. J'ai dit il l'aurait dit. Ils ont mis Gérald en prison pour un truc comme ça, donc pour arrêter, pour moi, c'est... Ils ont mis Gérald, comme il a dit lui, c'est un délit de sale gueule. Voilà. À ce moment-là, on s'est beaucoup écrit, où lui clame son innocence, il me dit « Écoute Philippe, c'est une erreur, c'est pas moi qui a fait ça, je te le jure, je te le promets. » Là, quand ton meilleur ami te dit ça, tu dis effectivement, de connaissance, ça peut pas être lui. C'est alors que le célèbre avocat Éric Dupond-Moretti prend la défense de Gérald Thomassin. À ses côtés, son collaborateur Benoît Cousin. Moi, ce que j'en sais, c'est que durant l'été 2013, Éric Dupond-Moretti est contacté par l'entourage de Gérald Thomassin, et notamment par une actrice célèbre qui s'inquiète de son incarcération, qui s'inquiète surtout des faits dont il est accusé. Cette célèbre actrice n'est autre que Béatrice Dalle, très liée à Gérald Thomassin depuis le tournage d'un film où ils ont partagé l'affiche. Maître Benoît Cousin visite Gérald Thomassin en prison. L'avocat se souvient d'une personnalité hors norme.
il a une manière de ressentir l'accusation à son encontre qui est assez singulière. Et c'est une des premières choses qu'il va me dire à moi et qu'il va dire par la suite à la juge d'instruction, c'est qu'il lui dit « Attention parce que vous commettez une erreur me concernant et au-delà de ça, le véritable assassin, il est toujours dehors et à ce jour, il est impuni. » Et c'est quelque chose qui le travaillait beaucoup. Après 22 mois de détention, Gérald Thomassin sort de prison. C'est à partir du mois de mai 2015 que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon va estimer qu'on peut le placer sous bracelet électronique. Mais un mois plus tard, le 1er juillet 2015, la juge d'instruction de Bourg-en-Bresse ordonne son renvoi devant la cour d'assises pour répondre du meurtre de Catherine Burgot. Il a hâte qu'il y ait un procès qui se déroule pour que chacun puisse savoir qu'il n'est pas le meurtrier et que finalement tout le monde convienne qu'il a été accusé à tort. On voit que c'est quelqu'un qui était extrêmement marqué par la procédure. Il avait déjà fait plusieurs années de détention, il était sorti, il était toujours sous contrôle judiciaire. C'est quelqu'un d'assez intelligent qui comprenait très bien les questions, qui comprenait très bien les enjeux, qui comprenait très bien la procédure et en même temps qui était vraiment affecté. Et je pense que ça l'a ruiné cette affaire, quoi. Je veux dire, pas moralement, psychiquement, quoi. C'était vraiment dur pour lui, je pense. Jean-Marc, dans cette affaire, en l'absence de preuves, on sent bien que ce qui a motivé la mise en examen de Gérald Thomassin, c'est cette fameuse conversation téléphonique qu'il a eue avec son frère, au cours de laquelle il a dit « c'est moi qui l'ai tué ». Est-ce que cette phrase, extraite de cette conversation, peut être considérée comme un aveu ? Non, Arnaud, absolument pas. Et pour plusieurs raisons. Pour que des aveux puissent être recueillis dans le cadre d'une commission rogatoire, et là c'est le cas, ils ne peuvent être recueillis que par un officier de police judiciaire. Et cet officier de police judiciaire, avant d'entendre le mis en cause, doit y notifier un certain nombre de droits. Droit de voir un médecin, droit d'être assisté par un avocat et droit de garder le silence. Il est évident qu'au cours d'une conversation téléphonique, ces droits ne sont pas respectés. Alors cette conversation téléphonique, ce n'est qu'un élément d'enquête, ce ne sont que des indications d'enquête. Et puis il y a un élément supplémentaire, c'est que Gérald Thomassin, au cours de cette conversation téléphonique, était saoul, il était ivre. Or, on ne peut pas entendre quelqu'un qui n'est pas dans son état normal. Avant de l'entendre, il faut le placer en cellule de dégrisement, et ce n'est qu'une fois qu'il est dégrisé, qu'il a retrouvé sa lucidité, qu'on peut procéder à son audition et éventuellement recueillir ses aveux. Est-ce que vous pensez que la forte émotion suscitée par ce meurtre sauvage, la personnalité et la notoriété du mis en cause, et donc la médiatisation de cette affaire, ont pu d'une certaine manière influencer le cours de cette instruction ? Bien sûr, je ne l'espère pas et c'est pas souhaitable, Arnaud. Mais dans notre affaire, c'est vrai que Gérald Thomassin est depuis le début le seul suspect. Aucun autre suspect n'a été révélé par l'enquête, aucun autre axe n'a pu être découvert par cette enquête. Alors le juge d'instruction qui délivrerait un non-lieu en faveur de Gérald Thomassin accréditerait cette fausse idée selon laquelle la justice est laxiste. Mais n'oublions pas qu'il y a un élément essentiel dans cette affaire. Ce sont les 2 empreintes ADN retrouvées sur la scène de crime. Elles ne sont pas celles de Gérald Thomassin. Alors ça, pour son avocat, maître Dupond-Moretti, devant une cour d'assises, ça serait du pain béni. Dans l'attente de son jugement, Gérald Thomassin est hébergé près de Bordeaux. Assigné à résidence, ses déplacements sont surveillés par un bracelet électronique. Ce contrôle judiciaire lui pèse énormément. Chaque jour, il espère connaître la date de son procès pour pouvoir clamer son innocence. Il y a eu un traitement médiatique de ce dossier qui, à mon sens, est assez critiquable, puisque Gérald Thomassin, pendant très longtemps, n'a été considéré que comme un présumé coupable. Et pendant très longtemps, la majorité des journalistes qui essaient de le contacter cherchaient juste à faire un papier avec un bon jeu de mots. Le petit criminel en est devenu un vrai, ce genre de choses. Le parallèle avec le petit criminel, ça avait un côté un peu sensationnaliste par rapport à ce qui lui était reproché. Et d'ailleurs, jusqu'à récemment, le parquet s'est servi de cet argument quasiment pour justifier l'implication potentielle de Gérald Thomassin. Et tout ça était un peu un mélange malsain. Enfin, que la presse s'en serve, c'est une chose. Que la justice commence à exercer ce genre de parallèle, c'était quelque chose d'un peu douteux. Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès de Lyon, obtient une longue interview de Gérald Thomassin.
Pendant qu'il était effectivement sous contrôle judiciaire, j'ai pu interroger Gérald Thomassin, hein, je l'ai eu au téléphone. Je l'ai appelé chez l'ami qu'il héberge dans le sud-ouest et on a pu s'entretenir comme ça pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Et il m'a expliqué à quel point déjà la prison avait été terrible pour lui. Il a perdu 17 ou 20 kilos, ça avait été une épreuve terrible. Il disait qu'il se retrouvait avec des criminels et que lui était innocent. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont soutenu. Hein. Il y a des acteurs, des actrices qui l'ont écrit, des amis, etc. Ça a été quelque chose de très très difficile à vivre pour lui. Depuis sa sortie de prison, il se reconstruisait. Mais il était bien décidé, selon lui, à prouver son innocence. Les accusations, il m'expliquait que ça reposait sur rien. Il m'a dit « je suis un marginal, mais je suis pas un meurtrier ». C'est pas parce que je picolais, parce que je traînais avec d'autres copains qui étaient un peu dans la même galère que ça faisait de moi un meurtrier. Il disait voilà, j'aurais pas été traverser la rue pour tuer cette femme que j'appréciais effectivement. Il disait qu'il la trouvait plutôt jolie et sympathique et qu'il avait rien à voir avec ce crime. C'est quelque chose de complètement insupportable pour lui d'être accusé de ça parce que lui, c'était vraiment, voilà, c'était le coupable idéal, c'était l'espèce de marginal du village, et du coup, c'était quelque chose qui était très difficile pour lui, avec cette espèce de mélange des genres, parce qu'il avait un passé d'acteur, parce qu'il était ancien toxicomane, c'était un type qui était passionné aussi de faits divers, et du coup, en fait, tout ça se mélangeait et se retournait contre lui, et c'était très difficile à vivre pour lui. Ça a été l'horreur pendant toutes ces années. Je pense que la mise en cause de Gérald Thomassin, c'est une mise en cause par défaut. Parce qu'il n'y avait rien de sérieux, parce qu'il n'y avait aucun élément concret ou scientifique ou indiscutable. Et c'est devenu un peu le suspect par défaut. Quand on lui posait la question en lui disant bon, et alors cette histoire de cimetière, cette histoire d'église, etc., il disait bah oui, il y a une explication à tout. Hein. J'ai été très touché par la mort de Catherine Burgot, parce que on tue quelqu'un à 10 mètres de chez vous, c'est quelqu'un que je connaissais, même si on n'était pas amis, donc j'ai été à son enterrement. J'avais des problèmes de dos parce que je suis toxicomane, donc je suis parti avant. C'est parce qu'on part avant la fin d'enterrement qu'on est un criminel. Régulièrement, par téléphone, Philippe Bonaventure écoute impuissant les plaintes de son ami. Il me dit ouais, c'est bon, j'en ai marre, nanana. De toute façon, je vais casser mon bracelet électronique. Ça dure depuis 3 ans. Je suis pas coupable, j'en ai marre. Et là, je lui dis Gérald, si tu coupes ça, ça va te porter encore préjudice. Il me dit ouais, je m'en fous, nana. Et effectivement, il coupe ses bracelets électroniques. Et il retourne en prison pour 6 mois. Cette nouvelle incarcération est une épreuve pour Gérald Thomassin, qui continue de clamer son innocence. Quand il est libéré de prison, là, je me dis c'est bon, il va être sorti d'affaire. Il est effectivement encore mis en examen, mais on se dit c'est bon. Il est sorti de prison, ils n'ont pas de trucs sur lui, ils n'ont pas d'ADN, ils n'ont rien. Ça va s'arranger. Mais à côté de ça, je vois mon meilleur ami qui est complètement abîmé, qui est encore pire qu'avant. Il était aussi très amaigri physiquement, très marqué. Il commençait vraiment, il avait 45 ans, mais il en faisait plus. Et il avait des problèmes de santé qui nécessitaient le déplacement d'une infirmière à domicile très régulièrement. Donc il n'était pas de santé très robuste, et puis il consumait sa vie aussi par tous les bouts, quoi. Les avocats de Gérald Thomassin s'engagent dans un véritable combat judiciaire pour faire annuler l'ordonnance de renvoi de l'acteur devant la cour d'assises. De leur côté, ses proches assistent à sa descente aux enfers sans parvenir à l'aider. Plus aucun tournage de film qui jusqu'ici permettait à l'acteur de sortir de sa marginalité et de se refaire une santé n'est possible. Dépressif, suicidaire, Gérald Thomassin perd le contrôle de sa vie, une existence douloureusement marquée par une enfance extrêmement difficile. Et là, je me dis, ça va mal finir. On sent le truc, son parcours, sa vie a tellement été chaotique, tellement été dur, on se dit, 8 mètres sur 10, se fout en l'air. Même moi, j'ai eu un parcours très difficile, mais à côté de celui de Gérald, je dis waouh, c'est une promenade de santé quand même. Gérald et moi, on était liés, très liés.
On n'a pas le même caractère, loin de là, mais on était très liés, on est toujours liés d'ailleurs, Gérald et moi. Hein? Gérald est adorable, c'est un mec, c'est quelqu'un qui est magnifique, Gérald, quoi. Les deux garçons n'ont qu'1 an d'écart. Très proches, ils ont grandi ensemble en banlieue parisienne et ont partagé une enfance extrêmement difficile. Notre père, il est parti, Gérald avait 1 an et demi, moi j'avais 6 mois. Et ensuite, ma mère est tombée dans l'alcoolisme. Et puis, notre grande tante nous a envoyés à la DAS chez cette famille d'accueil. On est arrivé le 30 juillet. Oh, ça, je m'en souviens toujours. Le 30 juillet 81, j'ai vu ma mère arriver. J'ai rien dit. Elle nous a fait un gros bisou. Elle était très gentille avec nous. Elle est restée 2 heures avec nous et tout. Et elle nous a expliqué qu'on restait là. Et rapidement, vivre dans cette famille d'accueil va se révéler être un véritable enfer. Moi, elle me levait, donc 6 heures du matin, il fallait que j'aille nettoyer le sous-sol. Ensuite, Gérald, elle se recouchait, Gérald, il fallait qu'il la masse. Et ensuite de ça, il fallait qu'on fasse le ménage, l'aspirateur et tout, parce qu'elle était très maniaque. Et elle décidait qui allait à l'école ou qui n'allait pas à l'école, parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui fasse du ménage toute la journée. C'était ça tout le temps. Tout le temps. Les deux frères n'avaient alors que 6 et 7 ans. On était obligé de manger dans les poubelles. On était vraiment dans un... Mais c'est... Oh mon Dieu. Quand elle nous tapait dessus, c'était le martinet. Elle apprenait les sangles du martinet, c'était avec le bois qu'elle nous tapait dessus. Les tringles de rideaux en bois, tu sais. Elle se mettait de loin. Pow! Une fois, j'ai cru que j'avais la jambe cassée. Après 7 années de souffrance, les services de la DAS interviennent enfin. Mais les deux frères sont séparés. C'est un déchirement. Gérald commençait à devenir adolescent, enfin, ce que je veux dire, jeune et tout, un peu rebelle. Et Gérald est parti en urgence. Mais il serait resté avec moi, j'aurais pu le calmer. Le 6 février 1989, Gérald, âgé de 15 ans, est placé dans un foyer des Yvelines, où il fait la connaissance des frères Bonaventure. On a plein de souvenirs avec Gérald, mais il avait un côté un peu casse-cou, un peu banlieusard, quoi, un peu bandit, et moi aussi. J'ai le souvenir de Gérald d'un enfant toujours très intègre, voilà, qui aimait bien que la justice soit faite. Quand il y avait un problème sur le groupe avec les autres enfants, c'était lui qui nous mettait toujours sur la piste parce qu'il voulait tout le temps que la vérité soit dite. Gérald et moi, on a le même âge, à 3 mois près. Et du coup, comme j'étais très proche de mon frère, lui est effectivement très malin. Il se rapprochait de moi pour, en cas de souci, il savait que mon grand frère était là et qu'il nous protégeait. On n'avait pas que des enfants calmes et tranquilles et apaisés, puisque de toute façon, leur histoire faisait à tous que c'était difficile. Et d'être placé, c'est difficile. Et d'être séparé de sa famille, c'est difficile. Et de ne pas pouvoir vivre dans sa famille, c'est difficile. Et Gérald en souffrait beaucoup. Gérald, c'est vrai qu'il a été martyrisé par ce qui lui est arrivé et tout. Il est très fragile dans sa tête. Ça, c'est une réalité, ça. Ça, c'est une réalité. Il a beaucoup plus été sensible que son frère au fait de leurs difficultés familiales. Donc je pense que oui, c'est d'abord une victime. C'est d'abord une victime, Gérald Thomasin. Néga, on a vu que l'enfance de Gérald et Jérôme Thomasin avait été terrible. Ils ont vécu 7 ans dans une famille d'accueil à subir des maltraitances sans que les services sociaux n'interviennent. Est-ce que cela serait encore possible aujourd'hui ?
La DAS en tant que telle n'existe plus depuis 2010 et ses attributions ont été affectées à d'autres entités sociales. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les familles d'accueil, pour recevoir de jeunes enfants, bénéficient d'une formation et doivent obtenir un agrément qui peuvent leur être retirés en cas de problème. Dans notre affaire, c'est vrai qu'en dépit des contrôles, les maltraitances ont subsisté et le témoignage de Jérôme Thomassin est à cet égard bouleversant. Ce qu'il faut faire, c'est tenter d'endiguer le problème en utilisant les outils qui sont à notre disposition. Ne pas hésiter, par exemple, à appeler le 119, qui est le numéro national dédié à la protection des enfants en danger, si jamais on constate qu'il y a une maltraitance. Pour revenir à notre affaire, le 4 mars 2016, coup de théâtre, le renvoi devant la cour d'assises de Gérald Thomassin est annulé, la juge de Bourg-en-Bresse est dessaisie et le dossier est confié à 2 magistrats lyonnais. Négard, qu'est-ce qui peut expliquer le dépaysement d'une instruction ? Le dépaysement d'une instruction, Arnaud, consiste à dessaisir une juridiction d'instruction initialement en charge d'une affaire pour renvoyer celle-ci à une autre juridiction. Et ce dépaysement peut être motivé pour plusieurs raisons, notamment pour cause de suspicion légitime lorsqu'il y a un doute sur l'impartialité d'un juge. Dans notre affaire, en annulant le renvoi de Gérald Thomassin devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction est contrainte de renvoyer l'affaire à une juridiction d'instruction pour poursuivre les investigations, mais sur de nouvelles bases. On peut alors imaginer que pour accompagner cette décision, la chambre de l'instruction ait préféré remettre cette affaire entre les mains de nouveaux juges, en l'occurrence les magistrats lyonnais. Malgré l'annulation de son renvoi en cour d'assises, Gérald Thomassin est toujours mis en examen, mais il espère que le changement de juge d'instruction va lui permettre d'obtenir un non-lieu. C'est alors qu'une dénonciation très inattendue va venir renforcer les soupçons qui pèsent contre lui. Le 16 juin 2016, Anthony Villedieu, un ancien compagnon d'infortune de Gérald Thomassin, téléphone aux gendarmes. En disant que vous avez fait une erreur en relâchant Gérald Thomassin, c'est lui qui a fait le coup, etc. Je pense que Gérald Thomassin, il a été un peu déçu, c'est rien de le dire. Savoir qu'il y a un de ses anciens copains qui l'accusait d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il n'a pas forcément été surpris parce que c'est vrai que c'est une période de sa vie où autour de lui gravitaient beaucoup de gens qui étaient marginaux, qui étaient toxicomanes, qui étaient alcooliques, qui étaient SDF. C'est un milieu où finalement il n'y a pas de véritables amitiés, où il y a beaucoup de mensonges, où il y a beaucoup de trahisons. Ce témoin surprise aurait avoué aux enquêteurs avoir fait le guet devant la poste pendant que Gérald Thomassin volait et tuait Catherine Burgot. On s'est rendu compte que tout ça était n'importe quoi, que le gendarme avait noté des choses sur le procès-verbal qui était contesté par Villedieu. Il y a tout un tas de fausses pistes ou de mensonges qui ont pu amener à la mise en cause ou à la suspicion de gens qui étaient totalement innocents. Et je pense que ce témoignage d'un copain de Thomassin, il en fait partie, avec peut-être derrière une pression, on va dire, d'ambiance, voire peut-être une pression policière, ça arrive de temps en temps, qui l'aurait poussé à donner un témoignage qui allait dans le sens finalement qui était attendu de lui. Placé en garde à vue en mars 2017, ce marginal nie fermement avoir été présent au moment du crime. Il explique que s'il a appelé les gendarmes, c'est juste pour s'étonner que Thomassin soit ressorti de prison. Mais de l'affaire, il assure ne rien savoir. Il est pourtant mis en examen pour complicité de meurtre aggravé et vol avec arme, et immédiatement incarcéré. Il y a eu une espèce d'hypothèse comme quoi Anthony Villedieu aurait été complice, mais on ne sait pas trop de quoi, on ne sait pas trop quel aurait été son rôle. Bon voilà, en tout cas tout ça, c'est à faire un peu pchilt, quoi. Alors que tout le monde se demande si les 2 mis en examen, Gérald Thomassin et son soi-disant complice, vont être renvoyés devant une cour d'assises, un incroyable coup de théâtre relance l'affaire. C'est le fruit du travail des enquêteurs, et le fruit d'un travail qui est particulièrement solide, avec des expertises scientifiques qui, là, sont très difficiles à contester. En novembre 2017, soit 9 ans après le meurtre de Catherine Burgot, l'identification du propriétaire des traces ADN relevées sur la scène de crime oriente les gendarmes vers une toute nouvelle piste. Elles appartiennent à un homme qui s'appelle Mamadou Diallo, qui a été mis en examen en 2018, après que son empreinte génétique ait été prise dans le cadre d'une toute autre affaire. Son ADN a été intégré au fichier national automatisé des empreintes génétiques, et là, son ADN a matché avec l'ADN inconnu qui avait été retrouvé sur la scène de crime en 2008.
sur un sac de sport qui avait été abandonné et sur un monnayeur dans lequel le meurtrier avait volé une partie de l'argent, mais également dans le coffre-fort. Donc c'est comme ça qu'il apparaît dans le dossier. C'est assez surprenant parce qu'il n'a pas le profil effectivement d'un meurtrier. On se demande bien ce qu'il fait là. C'était totalement une surprise quand on a appris que Mamadou Diallo était impliqué dans le meurtre de la Poste, quoi. Mamadou Diallo, il habitait un petit village à côté qui s'appelle Nurieux-Volonia. Et c'est effectivement quelqu'un qui n'avait jamais fait spécialement parler de lui en mal. Et quand la nouvelle de son arrestation a été annoncée dans le Progrès, les gens sont tombés des nues. Bon, tous les proches que nous avons interrogés, ses entraîneurs au club de foot, son employeur, ses proches, etc., ils disaient non, pas lui, c'est pas possible. Enfin, c'est un bon gamin. Il n'a pas pu faire ça, quoi. Il n'a pas pu faire ça. Il n'avait pas mauvaise réputation, il n'avait pas, entre guillemets, le profil, quoi. Il travaillait comme conducteur d'ambulance privée, hein. Voilà, taxi et ambulance, voilà. Donc apparemment, il donnait satisfaction aussi à son employeur. Donc voilà, vraiment une personne qui était, je veux dire, pour moi, en dehors de tout soupçon, quoi. Mamadou Diallo est mis en examen pour le meurtre de Catherine Burgot 10 ans après les faits, en mai 2018. Les gendarmes cherchent en vain à établir un lien entre cet homme, Gérald Thomassin et Anthony Villedieu, mais aucun élément ne permet d'accréditer l'hypothèse de leur complicité. Il y a donc maintenant dans ce dossier 3 mises en examen, 3 hommes qui clament leur innocence. Seul l'ADN de Mamadou Diallo a été identifié sur la scène de crime. Mais si l'ambulancier finit par admettre être rentré dans la Poste le jour du meurtre, il continue de nier avoir tué Catherine Burgot. Il nie, avec la dernière énergie, être l'auteur de ce meurtre. Il a expliqué, il a eu plusieurs versions. Il avait d'abord dit qu'il n'avait jamais été dans l'agence postale, puis qu'après il y avait été, il avait vu qu'il y avait un corps, il était parti, il avait eu peur d'être accusé, et puis finalement il finit par dire qu'il s'était approché du corps, qu'il avait touché le corps, qu'il avait pris de l'argent, mais enfin qu'il n'était pas l'auteur du meurtre. Au moment des faits, Mamadou Diallo était âgé de 19 ans et scolarisé dans un lycée professionnel de Montréal-Lacluse. Selon lui, quand il est arrivé dans l'agence postale, le meurtre était déjà commis. Il a trouvé la victime et dans son sang, et il a été tenté en prenant de l'argent, et il a fui avec ses quelques milliers d'euros. Il aurait pris également le gilet de la victime parce qu'il avait du sang sur les mains, et il dit qu'il a laissé son ADN, mais qu'il n'est pas l'auteur de ce meurtre. Mamadou Diallo est écroué à la maison d'arrêt de Lyon. À Rochefort, Gérald Thomassin suit dans la presse cette mise en accusation avec soulagement. Il m'a appelé le lendemain, il m'a dit « Oh, t'as vu, Jérôme, ils ont attrapé l'assassin et tout, avec l'ADN et tout. Je suis content, au moins comme ça, je vais voir le bout du tunnel. Hein. Depuis le temps. » Oui, c'est au con, j'étais content même pour lui. Hein. Je sais que c'est une vraie libération, parce que déjà, il sait qu'il n'est plus le suspect, en tout cas plus le suspect numéro 1. Il sait qu'on commence à cheminer vers une vérité qui est la sienne et qui est la sienne depuis quelques années. J'ai jamais cru que ça pouvait être Gérald Thomassin, parce que sans le connaître, c'était un marginal. Bon, il vivait pas comme tout le monde, mais après, chacun ses choix de vie. Hein. Mais bon, il était quand même alcoolique, drogué. Donc, quelque part, j'ai jamais cru à sa culpabilité. Pourquoi ? Je sais pas, mais je trouvais que ça collait pas au personnage. Les juges lyonnais en charge de l'instruction sur le meurtre de Catherine Burgot décident alors de réunir les 3 mises en examen du dossier. Gérald Thomassin, Anthony Villedieu et Mamadou Diallo sont ainsi convoqués pour une confrontation générale, le mardi 29 août 2019. L'acteur attend ce jour avec impatience. Je suis assez heureux pour lui qu'il puisse enfin remettre les pieds dans le bureau des magistrats instructeurs en homme libre, en homme peut-être un peu plus présumé innocent que par le passé, parce que je sais que lui, il va vivre ça comme une forme de revanche, et qu'il sera peut-être également soulagé
de se dire qu'il ressortira du bureau du juge en ayant cette fois réellement apporté sa pierre à l'édifice de la vérité. Je lui ai dit, voilà, c'est le dernier acte avant la fin de l'instruction. Ça y est, c'est fini. Et lui, il était pas du tout inquiet, non. Jean-Marc, on le sait, Gérald Thomassin n'arrivera jamais à Lyon pour la confrontation finale. L'enquête sur le meurtre de Catherine Burgot aboutit, après 10 ans d'investigation, à une situation très étonnante. 3 hommes sont mis en examen, tous se disent innocents. Les 2 premiers, Gérald Thomassin et Anthony Villedieu, se connaissent. Le 3e, Mamadou Diallo, n'a aucun lien avec eux. Pourquoi, selon vous, les juges lyonnais ont-ils voulu organiser cette confrontation ? Bien Arnaud, dans cette même affaire, 3 mises en examen sans aucun lien de complicité entre eux, ça fait au moins 2 de trop. Je pense que les juges ont voulu convoquer simultanément ces 3 mis en examen pour, d'une part, recueillir formellement les dénégations et de Villedieu et de Thomassin pour les mettre définitivement hors de cause, pour prononcer à leur endroit un non-lieu et pour montrer à Diallo qu'il restait dans cette affaire le seul mis en examen et peut-être par là provoquer ses aveux. Donc, selon vous, Gérald Thomassin n'avait aucune raison de ne pas se rendre à cette confrontation, puisque logiquement, cette phase de l'instruction devait lui être favorable. Oui, bien sûr. Je vous rappelle que le meurtre de Catherine Burgot a eu lieu en 2008. Ça fait donc 10 ans que Gérald Thomassin supporte le poids du soupçon. Ça fait 10 ans qu'il clame son innocence. Il n'avait aucune raison de se soustraire volontairement à cette convocation. Convocation qui était essentielle et pour cette affaire et pour lui. Je pense que seul un événement extérieur, indépendant de sa volonté, l'a empêché de se rendre à Lyon. Plus personne n'a revu Gérald Thomassin depuis le lundi 28 août 2019. Il sortait alors de la gare de Nantes, sans argent en poche. Saisi 2 mois après sa disparition, les policiers nantais essaient d'établir ce qui lui est arrivé. Et si Gérald Thomassin avait fait une mauvaise rencontre ? En fait, ce qui a été un peu troublant peu après la disparition de Gérald Thomassin, c'est qu'il y a 2 événements qui surviennent à quelques mètres seulement de la gare sud de Nantes, qui sont la découverte de 2 corps. Il y a dans un premier temps un homme dont on apprend qu'il est sans domicile fixe et dont le corps a été dissimulé dans des buissons. La victime, âgée d'une 30aine d'années, a été battue à mort par un autre marginal. Très peu de temps après, on découvre également dans l'eau, cette fois, le corps d'un jeune homme qu'on nous dépeint comme étant marginalisé. Mais avant que des noms soient mis sur ces corps, c'est vrai que la découverte notamment du second va intriguer les enquêteurs qui vont se demander si d'aventure il ne s'agit pas de celui de Gérald Thomassin. Après un travail d'identification, les enquêteurs établissent qu'aucune des 2 victimes n'est Gérald Thomassin. Mais ces 2 décès sont très significatifs de la violence vécue par ceux qui vivent sans domicile fixe. Il y a évidemment à Nantes, comme dans les autres grandes villes de France, mais des rixes qui peuvent opposer des gens de la rue, dont les caractères sont parfois un peu forts et qui protègent ce qui leur appartient. Et oui, des bagarres de rue à Nantes, ça arrive assez fréquemment. Et si Gérald Thomassin, incapable de quitter Nantes sans argent, avait fait une mauvaise rencontre ? La bagarre, la violence, c'est vraiment ce à quoi on pense. Mais où serait le corps ? C'est-à-dire que dans certains départements, on a des terrains très très accidentés, des possibilités de dissimuler des corps. Mais à Nantes et en Loire-Atlantique, on a très peu de territoires qui regorgent comme ça de cachettes. J'ai pas vu les compagnies de gendarmes mobiles avec des piquets comme on le fait dans certaines disparitions inquiétantes où on voit des gens qui ratissent des bois entiers ou donc je crois pas qu'on ait fait beaucoup d'investigations et je crois pas qu'on ait remué ciel et terre. Après reste l'eau, en effet, cette eau qui peut décider de ne pas rendre un corps. 2 ans, ça paraît tout de même très très long. Tôt ou tard, les corps, quand même, finissent par remonter à un moment ou à un autre. Or, encore une fois, le signalement de Gérald Thomassin, il est enregistré partout. Donc si d'aventure son corps était remonté quelque part un peu plus loin en Loire, on le saurait désormais. Je me dis que pour moi,
Ils ont mis l'histoire de Gérald dans un tiroir. C'est un zonard. Dans un tiroir, c'est un zonard. On verra si on a des... Voilà. Pour moi, c'est ça. La journaliste de Presse Océan, Anne-Hélène d'Horizon, tente d'expliquer pourquoi le téléphone de l'acteur borne une dernière fois près du stade de la Beaujoire. Il reste une dernière hypothèse, c'est qu'il est, après tout, pu prendre un bus low cost qui part en l'occurrence d'un quartier qui s'appelle Aluchère, mais qui est vraiment très très proche de celui de la Beaujoire, où on le perd donc ce jour-là. On n'a pas besoin de décliner son identité pour entrer dans ces bus-là. Le billet, c'est 30 €. Et il se trouve qu'ils partent juste à côté de l'endroit où l'appareil de Gérald Thomassin cesse d'émettre. Et si Gérald Thomassin avait réussi à monter dans un car en direction de Lyon, lieu de sa convocation judiciaire? Et si finalement, ce n'était pas à Nantes qu'il avait disparu? Jean-Marc, depuis le début de l'enquête sur la disparition de Gérald Thomassin, on sait qu'il est arrivé à Nantes en train et qu'il n'a pas pris comme prévu sa correspondance pour Lyon. On sait également que son téléphone a borné pour la dernière fois à proximité du stade de la Beaujoire. Est-ce qu'on peut imaginer, comme la journaliste de Presse Océan Anne-Hélène d'Horizon, qu'il a finalement décidé de prendre un car tout près d'ici pour se rendre à sa convocation judiciaire? Oui, l'hypothèse émise par Madame d'Horizon est tout à fait plausible. Le prix d'un billet de car est beaucoup moins élevé que le prix d'un billet de train et Gérald Thomassin a très bien pu faire la manche pour se procurer la somme nécessaire. Mais tous les chauffeurs de car ont été interrogés et personne ne se souvient avoir vu ou transporté Gérald Thomassin. Et puis les investigations ne peuvent pas être poussées beaucoup plus loin parce que ces billets de car peuvent être achetés au guichet en argent liquide. Alors on peut voyager de manière anonyme dans ces cars. Autre possibilité, nous sommes tout près d'un axe routier important. Gérald Thomassin aurait pu faire du stop pour quitter Nantes. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais là encore, aucun conducteur, aucun chauffeur ne s'est manifesté pour dire qu'il avait vu Gérald Thomassin. Et puis, il y a une chose importante. D'après son frère, d'après ses proches, Gérald Thomassin n'aurait pas disparu volontairement sans laisser de ses nouvelles. Gérald Thomassin donnait régulièrement de ses nouvelles à ses proches. Donc, selon vous, Jean-Marc, Gérald Thomassin n'aurait jamais quitté Nantes? Non seulement je crois qu'il n'a jamais quitté Nantes, mais en plus je crains qu'il soit mort. À quel endroit? Difficile à dire. On ne sait pas qui détenait le téléphone au moment où il est émis dans ce secteur pour la dernière fois. Est-ce lui? Est-ce quelqu'un d'autre? On l'a vu, Arnaud. Le monde des SDF, des sans-abri, est un monde très alcoolisé, souvent violent. Gérald Thomassin a pu être victime d'un meurtre. Pour le savoir, il faudrait retrouver son corps. Les investigations, Arnaud, doivent se poursuivre, car on doit doublement justice à cet homme. Hier, injustement poursuivi pour un crime qu'il n'a pas commis. Et aujourd'hui, peut-être victime d'un meurtre impuni. Voilà, normalement, quand il y a quelqu'un qui disparaît, tout de suite, la gendarmerie ou le commissariat, ils font un appel à témoins en rouge dans les journaux. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas fait pour Gérald Thomassin? Pourquoi il a fallu que ce soit moi qui appelle les journalistes pour qu'ils fassent ça? Moi, je ne me l'explique pas. Malheureusement, on a X exemples dans l'histoire criminelle française, d'affaires, de crimes irrésolus, où des années après, on se dit « mais comment se fait-il que dès le début, on n'ait pas fait ci, on n'ait pas fait ça ?» Et même les choses les plus basiques, des appels à témoins dans la presse, vous l'avez vu, voici sa photo, c'est quelque chose de tellement basique. C'est ce qui s'est malheureusement passé avec la disparition de Gérald Thomassin. Je ne veux pas me dire que les institutions ne cherchent pas, parce qu'après tout, on s'en fout. D'abord, voilà, c'était un raté, il a eu sa chance au cinéma et puis finalement, il n'a pas saisi. On s'en fout, c'est un train de savate et puis point. C'est terrible parce que parfois, je me dis peut-être, un miracle, je vais le croiser, quoi. Ou peut-être, on va avoir l'explication de sa disparition. Mais ça serait quand même formidable de savoir où il est. Pour son frère, pour moi bien sûr, et pour tous les gens qui l'ont connu, et pour son frère parce que pour lui c'est pas possible de continuer à vivre sans savoir où est son frère. Malheureusement, on se dit ça peut finir que comme ça. Ça va se finir
ça va être dramatique, mais ça va se finir comme ça. Un truc il va se passer, c'est toute la vie à Gérald. Et là, on se dit, ça défile, et on se dit, waouh. Tellement de soucis dans sa vie, de problèmes, de vécu, qu'on se dit, ça ne pouvait pas finir autrement. Je crains malheureusement que ce soit une disparition fatale. Et je trouve que si c'est la fin de Gérald Thomassin, c'est une fin qui lui ressemble un petit peu. Parce qu'elle a un côté mystérieux, parce qu'elle a presque un côté romanesque, au-delà de son côté tragique. Et je me dis que c'est peut-être une fin qu'il aurait pu apprécier. L'histoire de Gérald Thomassin est pleine de rebondissements. Après une enfance douloureuse, il semblait inimaginable qu'il devienne un jour acteur, qu'il côtoie les stars du cinéma français. Mais à chaque succès, à chaque espoir, ont suivi des épisodes tragiques, comme si le malheur refusait de le quitter, comme si sa force vitale s'éteignait quand le bonheur semblait possible. Depuis le 28 août 2019, personne ne sait où est Gérald Thomassin. Personne n'a donc pu lui dire que les juges d'instruction lyonnais, près d'1 an après sa disparition, avaient définitivement reconnu son innocence.
reflection still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. are slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere.
Can I compete? The mirrors are slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere,
feet. Snowbound to your breath. How can I compete? The mirrors are slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read.